là, c'était Raphaël Lafontana et on va, après la présentation de Jean-François Clairvoy, astronaute, donc un peu aux antipodes de cette présentation belle, c'est que la science peut faire pour l'art. On ira de plus en plus vers le cosmos aussi avec Marica Branchesi, Jean-Pierre Luminet. Tout le monde devrait se limiter maximum à 9 minutes pour après avoir un moment d'interaction, puis aussi de dialogue avec la salle. Merci. Bon, alors ça, ben voilà. Bonjour à tous. Bon, ravi de partager un peu mon expérience. Donc, mon but c'est de vous montrer qu'il y a un peu de Léonard chez nous tous. Alors, quand j'étais gamin, j'adorais dessiner à l'envers. Après, retourner le dessin et voir si ça donnait une image correcte. Et dans l'espace, j'adorais m'asseoir à l'envers dans la navette. Et dans les vols paraboliques, les vols dits 0G, dès que je peux, je me mets assis au plafond. Et vous savez qu'on m'a offert, lors d'un rallye aérien qu'on avait gagné, un facsimilé du livre des oiseaux. Et c'est là que j'ai découvert que Léonard de Vinci écrivait à l'envers. Il faut mettre son texte dans un miroir pour pouvoir lire le texte. Alors, dans le cas du vol spatial, on porte tous Léonard sur nous quelque part, sur le scaphandre de sortie dans l'espace, sur le bras droit, sur l'épaule du bras droit, il y a l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve, alors vous voyez, il est ici, même dans les scaphandres pour s'entraîner. Voilà, l'homme de Vitruve était choisi par la NASA pour représenter le fait que le scaphandre n'est pas limité par la contrainte du milieu spatial, mais par la morphologie de l'être humain, sans différence de sexe homme et femme. Les 5 étoiles représentent les 5 programmes spatiaux à partir desquels il y a eu des sorties dans l'espace. Donc Gemini, Apollo, Skylab, la navette spatiale, ces 4 programmes sont terminés et il reste le 5e qui est encore en cours aujourd'hui, la Station spatiale internationale. Alors Léonard était très intéressé à l'énergie et à la mobilité. Alors je vais vous montrer des exemples d'innovation dans le spatial. Si Léonard avait été parmi nous, je pense qu'il aurait pu être l'auteur de ces inventions. Bon, rapidement, juste 3 vues de mes vols spatiaux pour vous donner une perspective des vols spatiaux. Là, c'est mon premier vol en navette spatiale pour étudier l'atmosphère et le soleil. Le deuxième, accosté à la station russe Mir pour ravitailler 4 tonnes de matériel et échanger un membre d'équipage. Et troisième mission pour réparer le télescope spatial Hubble. Alors voilà la source d'énergie électrique dans la navette spatiale. Des piles à combustible. On combine de l'oxygène et de l'hydrogène. Ça donne de l'eau et des électrons et de l'électricité. Et l'eau, on s'en sert pour boire et pour réhydrater nos plats. Donc on imite la nature. Hein. L'eau se forme à partir d'oxygène et d'hydrogène qui se combinent. La station spatiale utilise l'énergie du soleil, ce que fait la photosynthèse. La station spatiale n'a pas de pile à combustible, mais depuis 20 ans qu'elle est habitée en continu, presque 20 ans, on utilise exclusivement l'énergie du soleil. Donc on a 80 kW disponibles par les panneaux solaires. Et lorsqu'on est très loin du soleil, eh bien là, on utilise un phénomène naturel, mais qui n'est pas très propre, mais qui est utile si on le confine bien. On utilise la désintégration naturelle du plutonium 238 et on a de l'énergie électrique pour des décennies. Les sondes voyageurs qu'on a lancées il y a 42 ans, dont je crois que c'est la une qui a quitté le système solaire à plusieurs dizaines de milliards de kilomètres de la Terre, fonctionnent toujours, 42 ans après le lancement, parce qu'elle dispose de cette source électrique. Il y en a pour 100 ans. Hein. Alors, il n'y a plus que quelques watts d'électricité, mais ça marche. Et puis là, il y a une méthode qui est duale. La navette spatiale a volé une fois avec un satellite attaché à un câble, par câble à la navette, par plus de 20 km de long. Bon, le câble s'est cassé à un moment donné, mais il y a eu quand même plusieurs orbites avec un câble très long. Quand vous fermez un circuit électrique,
un circuit électrique fermé. Quand vous le faites passer dans un champ électromagnétique, ça crée du courant. On peut récupérer de l'électricité. Inversement, si on fait passer du courant électrique dans un conducteur, il y a une force, la force de Foucault, une force qui s'applique sur ce câble. On peut en déduire une force de propulsion sans consommer de carburant. Donc maintenant, j'en viens à la mobilité, qui était chère aussi à Léonard de Vinci. Donc on va commencer par un petit lancement. Donc accrochez-vous, on va mettre le son à fond. C'est un vol en navette spatiale, un décollage. On consomme 10 tonnes de poudre par seconde et 1 tonne d'oxygène et d'hydrogène liquide par seconde. Il n'y a pas l'image. Ah. Bon, on regarde si ça revient. Donc on consomme 10 tonnes de poudre par seconde, 1 tonne d'hydrogène d'hydrogène liquide par seconde. On atteint une fois la vitesse du son au bout d'1 minute, verticalement. Au bout de 2 minutes, on est à 5 fois la vitesse du son. Au bout de 8 minutes et demie, on est à 25 fois la vitesse du son. C'est pour ça qu'après le premier vol, la NASA nous place sur le blouson l'inscription Mach 25. Alors quand on a atteint l'altitude du télescope spatial Hubble, je pourrais mettre Mach 26, mais bon, il y a quelques collègues qui s'amusent à le mettre, mais bon, est-ce qu'on essaye une dernière fois de mettre ce petit décollage? C'est une débauche d'énergie considérable. Bon, je vais passer à la suite. Je passe à la suite, là, tant pis. Une autre forme de propulsion. Alors ici, on a le directeur scientifique de ce programme. Vous savez, les Soviétiques sont les premiers à avoir photographié la face cachée. Les Américains, les premiers à s'être posés sur la face visible. Les Chinois, les premiers à s'être posés sur la face cachée. Mais les Européens ont les records du carburant minimum utilisé pour atteindre la Lune. On n'a utilisé que 70 kilos de xénon pour atteindre la Lune. On a pris son temps, mais ce satellite, donc, qui doit faire 500, 600 kilos, a dépensé que quelques dizaines de kilos de carburant pour atteindre la Lune. Ça, voilà. Léonard de Vinci aurait peut-être pensé à cette idée grâce au moteur à plasma. Alors, on peut utiliser aussi la pression photonique. Voilà, ça a été validé. C'est la pression. Alors, il faut être assez proche du Soleil. Et ça a déjà été testé avec succès dans l'espace. Bon, maintenant, je vous montre la mobilité sur la Lune. Donc, c'est Charlie Duke qui a volé en apesanteur avec moi vendredi dernier. C'est la première fois depuis 47 ans qu'il volait en apesanteur dans les vols 0G, le lendemain de ses 84 ans. Et là, il est en train de filmer John Young qui bat le record de vitesse sur la Lune. Voilà, c'est une voiture électrique. Elle est encore sur la Lune. Hein. Si un jour vous allez sur la Lune, vous pouvez la récupérer. Et Léonard avait réfléchi à toute forme de mobilité, mais il utilisait beaucoup le principe de la roue, de la poulie. Je vais passer à la slide suivante. Je peux cesser. Oui, on va pas. Maintenant, Léonard était un observateur. Nous sommes des professionnels de l'observation. Grâce à la coupole, qui est une fourniture européenne de l'ISS, eh bien voilà, on voit par exemple ici la vallée du Nil, qui vous démontre que les humains aiment bien l'eau. Vous savez, dans l'ordre de priorité décroissant, les besoins fondamentaux de l'humanité, c'est l'eau, après c'est l'abri, en troisième c'est l'énergie. 98% des Égyptiens vivent sur la vallée du Nil et le delta du Nil. Et on le voit quand on survole l'Égypte du côté nocturne de l'orbite. Voilà ici le Tibet, l'Himalaya, le Népal, c'est magnifique. L'éclosion de phytoplancton en mer Noire, le désert, le Sahara occidental, le Sahara oriental, le nord de l'Afrique. Et Léonard s'intéressait beaucoup à la médecine, à le fonctionnement du corps humain. Dans l'espace, on devient extraterrestre. On subit des changements du système musculaire, osseux, urinaire, digestif, visuel, vestibulaire, cardiovasculaire, immunitaire. Heureusement, ça fait pas mal. Et on nous rassure, on nous dit que ça reviendra dans la norme après. Mais bon, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire sur le corps humain. Et on contribue énormément à faire avancer la médecine en étudiant le corps humain dans l'espace.
On fait des recherches aussi d'exobiologie. Ça aurait beaucoup intéressé Léonard de Vinci. Il ne connaissait pas cet animal. Il s'appelle le tardigrade. C'est un recordman des milieux extrêmes. Regardez comment il fonctionne. Il adore l'eau. Il est inoffensif. Il ne transporte aucune maladie. Mais quand on le place dans le vide, à l'extérieur de l'ISS, son corps varie en température de moins de 100 degrés à plus 150 degrés et il survit. On a énormément à apprendre d'animaux terrestres, spécialistes de la cryptobiose. Il y a aussi des extrémophiles pour plus tard nous aider à survivre dans des conditions encore plus extrêmes. Puis Léonard, il aimait bien les machines. La navette spatiale américaine, vous avez ici son cockpit, plus de 1000 interrupteurs dans le cockpit. Il aurait adoré participer au développement de cette machine, la machine la plus complexe jamais inventée par les humains. Et ici, le premier dessin d'un astronaute dans l'espace, par un astronaute. Léonard était aussi un artiste, il peignait et dessinait. Voici un lever de soleil dessiné au crayon, karandash, comme on dit en russe, par Léonov. Bon, et pour terminer, je voudrais vous montrer une loi que respectait Léonard dans tout ce qu'il faisait et qui est le fondamental dans l'astronautique. Alors, il y a 2 petites slides avant. Voilà. Voilà les Léonards d'aujourd'hui. Vous, dans quelques années, quand vous aurez fini vos études, vous mettrez au point le vaisseau pour aller vers Mars. Vous mettrez au point la construction d'habitats sur Mars. Et puis peut-être que dans 100 ans, 200 ans, vous mettrez au point l'ascenseur spatial. C'est un sujet très sérieux, c'est le sujet de doctorat d'astronautique tous les ans, en particulier au Japon, en Europe. Il nous manque le matériau. Il faut observer la nature pour mettre au point le matériau. Si on pouvait, à l'échelle de cet ascenseur spatial, extrapoler le matériau qu'invente le ver à soie, on saurait faire. Mais aujourd'hui, c'est qu'au niveau microscopique qu'on arrive à fabriquer le matériau qu'il faudra à l'échelle macroscopique pour construire cet ascenseur. Alors, c'est un tank ou c'est une soucoupe volante? Vous voyez, il était inspiré, Léonard. Il savait qu'en milieu extrême, des formes de ce genre sont utiles. Tous les atterrisseurs, les rovers qui se sont posés sur Mars, sont rentrés dans l'atmosphère à bord d'une capsule qui avait cette forme-là. Voilà. Et j'en viens maintenant, pour terminer, à la devise, une des devises de Léonard. La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. Si vous êtes rigoureux, vous réussirez toujours à vaincre l'obstacle et à réussir les projets les plus difficiles. Je vous remercie pour votre attention. Voilà.